l'époque, vos relations avec les autres colonels français ou pas? Ce ne sont pas des relations amicales, ce n'est pas des relations professionnelles. Je vais réfléchir à ça, je vais je vous l'envoie. Moi, je vais réfléchir aussi. Et puis ça ira. C'est le fait qu'on a des technocrates politiques à la tête des... La quatrième partie, parce que je pense que tel que là, ça fait pas de mal. Mais la troisième partie, ça pourrait être... Cohen Tanouji, d'où vient votre nom qui est un nom composé, Cohen Tanouji? Ma famille est originaire d'Algérie et je crois qu'ils sont installés en Afrique du Nord à partir du début du XVIe siècle. Ils vivaient auparavant, enfin mes ancêtres vivaient auparavant en Espagne. Ils ont été chassés par l'Inquisition à la fin du XVe siècle et ont été d'abord expulsés à Tanger. De là, une seconde expulsion les a fait partir pour Tunis. Et quand ils sont arrivés à Tunis, on les a appelés la famille Cohen de Tanger. Tanouji veut dire en berbère de Tanger. Donc ce nom veut dire Cohen de Tanger. Donc ils se sont installés donc à Tunis pendant un certain temps, les ancêtres. Une partie après est partie en Algérie au cours du XVIIIe siècle. Et ils sont restés donc tous mes grands-parents, arrière-grands-parents donc étaient à Constantine, où je suis né en 1933. Et en fait, les Juifs qui vivaient en Algérie ont obtenu la nationalité française en 1870, à partir du décret Crémieux, qui a été voté à cette époque. Donc vous êtes né en Algérie, vous avez fait vos études en Algérie. Quelle était l'ambiance à Alger juste avant la Deuxième Guerre mondiale? Bon, alors je garde en fait de mon enfance en Algérie un souvenir très, très heureux et très serein. J'ai passé mes premières années à Constantine jusqu'à l'âge de 5 ans, date à laquelle, en 1938, date à laquelle mes parents sont venus à Alger. Mon père a trouvé un travail de secrétaire, il avait une condition très modeste, et j'ai fait donc toutes mes études primaires et secondaires à Alger, qui était une très grande ville. Alors, avant la guerre, bien sûr, au moment où la guerre a été déclarée, où le gouvernement de Vichy a été mis en place, on a subi un certain nombre de discriminations. En particulier, nous avons perdu la nationalité française à ce moment-là avec les lois de Vichy. J'ai pu néanmoins rester à l'école, continuer à faire mes études primaires, bien que, disons, la plupart des jeunes enfants juifs étaient chassés des écoles et ont dû suivre des enseignements parallèles. J'ai pu rester dans une limite de 1% des élèves qui étaient admis, des enfants juifs qui étaient admis à rester. Des très bons élèves. Des très bons élèves. Donc vous aviez eu des prix, je crois. Oui, alors ça, c'est un des souvenirs qui me reste de mon enfance, qui m'avait assez marqué. Je devais être en CM1 ou en CM2. J'avais eu le prix d'excellence et le prix de mathématiques. Et mon instituteur, qui n'était absolument pas antisémite, avait été obligé, les larmes aux yeux, de me dire qu'il était obligé de m'enlever ces prix, à cause des règles du gouvernement de Vichy. Ceci dit, à part ces incidents, dont on se souvient bien sûr, je n'ai jamais eu à souffrir pendant ma jeunesse en Algérie d'un antisémitisme quelconque. Dans le milieu dans lequel j'ai évolué, à l'école, au lycée, j'ai toujours eu, disons, une atmosphère tout à fait normale. Donc la période de vos études au collège, c'était donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Les Américains ont débarqué en... Alors, c'est ça, je me souviens, on a eu la chance, en fait, d'être sauvés par le débarquement américain qui a eu lieu en novembre 1942, ça je m'en souviens. Je me souviens de cette nuit du débarquement, où on avait été prévenus par des amis qu'il allait se passer quelque chose. Heureusement d'ailleurs, parce que quelques mois auparavant, on avait été recensés. Tous les Juifs en Algérie avaient été recensés, on ne savait pas trop pourquoi, mais... C'est-à-dire menacés de déportation, en fait. Après coup, on a compris, mais sur le moment, on ne réalisait pas très bien. Donc les Américains sont arrivés en 1942, novembre 1942. À partir de ce moment-là, Alger est devenue une ville extrêmement animée. Il y avait des bateaux dans le port. Les Américains débarquaient des tas d'armements, de chars, de canons. Et on était bombardés tous les soirs par les avions allemands qui venaient de Sicile. Et puis, après l'armistice, le gouvernement après le débarquement, quelques mois après, le gouvernement français s'est installé à Alger. Donc Alger est devenue une ville très importante. Et à partir de ce moment-là, disons, c'est une ville qui a connu un développement considérable. Le lycée a rouvert parce qu'il avait été fermé pendant la guerre. On suivait les cours dans une autre école.
Et je garde de cette période un très bon souvenir. On avait d'excellents professeurs. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement, outre le fait que vous ayez été d'emblée un très bon élève, vers les disciplines scientifiques? Vos parents étaient autodidactes, je crois. Oui. Donc, quelle influence avez-vous subie? On a eu la chance, et ça je crois que c'est très important, d'avoir une famille unie qui s'intéressait beaucoup à l'éducation de leurs enfants. Mon père suivait de très près ce que je faisais au lycée, s'intéressait énormément à mes résultats scolaires, à ce que j'apprenais. Même s'il n'était pas capable de comprendre tout, il manifestait un intérêt constant et permanent sur ce travail. Et j'ai commencé en fait par faire des études littéraires. J'ai fait du latin et du grec et de l'arabe à l'époque parce que mes parents pensaient que je ferais des études de médecine. C'était un petit peu l'idéal des familles. Et donc dans cette perspective, j'apprenais l'arabe, mais en fait c'était un petit peu idiot parce que c'était l'arabe littéraire qui n'avait rien à voir avec l'arabe parlé. Je n'ai pas fait d'anglais au lycée. J'ai dû apprendre l'anglais en maths sup quand il m'a fallu préparer l'anglais pour passer les concours d'entrée aux grandes écoles où l'anglais était obligatoire. Donc j'ai fait des études littéraires, latin, grec, français, qui m'ont beaucoup intéressé. Je crois que c'est excellent pour la formation intellectuelle. Et puis, vers la fin des études secondaires, en première, terminale, qui s'appelait à l'époque Mathelem, j'ai eu des professeurs de mathématiques qui ont éveillé mon goût pour les mathématiques, qui ont vu que j'avais beaucoup de facilité pour les mathématiques et qui m'ont vivement conseillé de faire les classes préparatoires, d'entrer en mathématiques supérieures et en mathématiques spéciales. C'est donc là que j'ai changé un petit peu d'orientation. À l'époque, c'était possible. Il y avait une section qui s'appelait A', où on pouvait faire à la fois des études de grec et de latin et des études de mathématiques et de physique. Alors vous avez un frère, je crois, Gilles J'ai un frère qui lui aussi... qui est 5 ans de plus jeune que moi, qui a suivi aussi une filière un petit peu analogue et qui lui est rentré à l'école polytechnique, donc qui est 5 ans plus jeune que moi, et une sœur qui est 7 ans plus jeune que moi, qui elle a fait des études de lettres classiques et qui est agrégée de lettres classiques. Donc 3 enfants d'autodidactes qui, tous les 3, ont des carrières universitaires. Je crois que, si vous voulez, ce que je garde un petit peu comme souvenir de cette période, c'est que mes parents ont su montrer à leurs enfants que les valeurs importantes dans la vie, c'était l'étude, le savoir, la connaissance. Ils ne nous ont pas du tout donné l'envie de gagner de l'argent, d'acquérir de la puissance. Ils nous ont vraiment montré que les valeurs importantes, c'était le savoir, la connaissance. Je pense que là, il y a certainement quelque chose qui reste de la tradition juive, d'études des textes, de commentaires des textes bibliques, d'études de toutes les interprétations possibles, et de la transmission de la connaissance aux générations suivantes. Donc cette forme d'éducation a été très importante pour moi-même et pour mon frère et pour ma sœur. Donc vous faites Mathelem, les classes préparatoires aux grandes écoles, et vous arrivez en France parce que vous devez passer le concours, les concours des grandes écoles, notamment Normal Sup. Là, j'avoue que c'était un choc pour moi parce que je venais d'Alger. Alger est appelé l'Alger la Blanche, des bâtiments blancs, un soleil éclatant, la mer. J'arrive à Paris à l'époque que les maisons n'étaient pas encore nettoyées, les murs étaient noirs. Et quand j'ai vu le lycée Louis-le-Grand, le lycée Saint-Louis, pour passer les oraux, je me suis dit, mais comment peut-on vivre dans des endroits aussi noirs? Ça a été pour moi un choc. C'était en quelle année? C'était en 53. 53. Donc vous avez été reçu dans Normal Sup et peut-être à d'autres écoles, j'imagine. Polytechnique aussi, mais qu'est-ce qui vous avait fait choisir? Une nette préférence pour l'école normale supérieure parce que j'y rencontrais une atmosphère de liberté, d'études. J'étais un petit peu impressionné par le fait que l'école polytechnique était une école militaire, il y avait l'uniforme et ça me faisait un petit peu peur. J'ai préféré beaucoup le climat ouvert de l'école normale supérieure. Ceci dit, maintenant, ça a changé complètement. L'école polytechnique est devenue une école extrêmement, comme l'école normale supérieure, orientée vers les études, la recherche. Donc vous êtes rentré dans cette école en 53. En 53, oui. Et comment est-ce que vous vous adaptez à la vie en métropole? Alors, ça a été... J'ai parlé tout à l'heure de la première impression des murs noirs. Ça, c'est une impression, disons, un petit peu objective, superficielle. À l'école normale, j'ai rencontré une atmosphère extraordinaire. On est mélangé scientifique, littéraire, historien, philosophe, mathématicien. Donc, c'est un petit peu un bouillon de culture. On est mélangé à table, on prend nos repas ensemble, on discute. Donc, c'est une immense ouverture. On sort beaucoup, on discute beaucoup. À l'époque, peut-être les études étaient moins encadrées. On avait beaucoup plus de liberté pour choisir les cours qu'on voulait faire. On avait une partie de travail personnel plus importante que maintenant. Donc pour moi, c'était vraiment un éblouissement.
Et puis en plus, on avait les cours donnés par les meilleurs scientifiques de l'époque. Par En exemple mathématiques, il y avait Laurent Schwartz, dont on attendait avec impatience les cours, qui était un pédagogue absolument extraordinaire, Henri Cartan. En physique, il y avait Alfred Kastler, qui était un homme extraordinaire, parce qu'il avait une fantaisie, une manière de parler des atomes et des photons tellement poétique, tellement... Mais c'était plutôt attirant. les mathématiques qui vous intéressaient quand vous êtes arrivé en France. Quand je suis entré à l'école en mathématiques, j'étais plus qui- attiré par les mathématiques. Qu'est-ce qui vous a fait Mais changer? j'avoue que c'est la personnalité d'Alfred Kastler qui avait un rayonnement absolument exceptionnel, qui avait une facilité d'accès, il savait parler aux étudiants, leur expliquer, comme je vous dis, avec une fantaisie, une imagination qui tout de suite était convaincante. Donc j'ai à ce moment-là décidé de changer d'orientation. J'ai visité son laboratoire qui m'a tout à fait impressionné parce qu'il était juste au premier moment de son existence et il y avait une atmosphère absolument exceptionnelle qui régnait dans ce laboratoire. Donc j'ai décidé de changer vers la physique et j'ai donc, après 2 années, passé à faire des certificats de licence. On ne suivait pas les cours à la Sorbonne, je travaillais un petit peu tout seul. Je suis entré donc en 3e année dans le laboratoire d'Alfred Kastler et de Jean Brossel, qui était son principal collaborateur, qui rentrait des États-Unis après avoir effectué une thèse à MIT. Et là, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un diplôme d'études supérieures, qui était un travail de recherche personnelle, enfin, dans un laboratoire d'1 année, avant de passer en 4e année l'agrégation de sciences physiques. Et pourtant, après la Deuxième Guerre mondiale, la physique française était en mauvais état, si on peut dire. Comment y a-t-il pu y avoir cette atmosphère de vie intellectuelle intense en physique, alors Je pense qu'effectivement, la recherche française était complètement sinistrée. Après la Deuxième Guerre mondiale, les laboratoires étaient vides, les traditions étaient perdues, et, disons, la recherche française était à un niveau absolument très très bas. Et c'est le mérite d'un certain nombre de personnalités qui sont allées à l'étranger, en Angleterre principalement et aux États-Unis, pour se former, pour passer des thèses, et après leur retour en France, ont été capables d'attirer des jeunes gens et des jeunes filles, de former des équipes de recherche qui petit à petit ont remis la recherche française à un niveau de tout premier plan. Parmi ces gens, il y a eu Jean Brossel, qu'Alfred Kastler avait envoyé à la fin des années 40 aux États-Unis, parce qu'il avait eu une proposition d'une bourse pour un jeune étudiant pour passer une thèse à MIT. Donc Brossel était parti à MIT, il a fait une thèse avec Francis Bitter, et quand il est revenu en France, avec des moyens très réduits, avec des surplus militaires que Yves Rocard, qui était à l'époque le directeur de l'école normale supérieure, avait acheté aux Américains, et qui ont permis d'avoir un premier équipement de base, a redémarré donc une équipe avec Alfred Kastler qui a été extraordinaire. Dans d'autres domaines de la physique, Jacques Friedel aussi a fondé une école de physique des solides, d'où est sortie toute la lignée de physiciens des solides français. À Saclay, Anatole Abraham, qui était allé faire une thèse à Oxford, est revenu à Saclay et a fondé donc un groupe de résonance magnétique. Il y a eu aussi Albert Messias et Claude Bloch qui, après avoir également fait des travaux de recherche aux États-Unis, sont revenus et ont démarré un service qui est devenu célèbre, le service de physique théorique du commissariat à l'énergie atomique. Bon, il y a eu comme ça toute une série de pionniers qui ont... C'est de cette époque-là que date votre premier contact avec la physique quantique, dont vous n'aviez pas entendu parler, j'imagine, en classe préparatoire. Je me souviens qu'à l'école normale, nous avions des cours de Louis de Broglie, qui venait une fois par semaine faire un cours. Il était avec un col cassé, très il enseignait plutôt la mécanique ondulatoire que la physique quantique. Il faisait la mécanique ondulatoire un petit peu vieillotte, je dirais, mais remarquable. C'était un homme qui avait une présence, un rayonnement considérable. Mais disons, il n'était plus tellement engagé dans le renouveau de la physique quantique, qui était absolument... Donc c'est Messias notamment qui l'a... C'est ça, c'est le mérite de gens comme Messias et comme aussi Maurice Lévy, d'essayer de donner une impulsion à un enseignement de mécanique quantique moderne. Je me souviens quand je faisais mon diplôme d'études supérieures, nous allions tout le laboratoire, toute l'équipe, Kastler y compris, Brossel, et puis les autres élèves qui faisaient des thèses, nous allions une fois par semaine suivre les cours que Albert Messias donnait. Il préparait à ce moment-là son livre de mécanique quantique, et c'est de lui que nous avons appris la mécanique quantique.
Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de bien comprendre ce qui, dans les interactions entre les atomes et la lumière, vous a tant attiré au point que vous avez passé toute votre carrière de physicien à étudier ces problèmes? Ce qui m'avait attiré dans les cours de Kastler, c'était la simplicité et l'élégance des situations. C'était des systèmes extrêmement simples, mais à partir duquel on pouvait broder, imaginer des situations nouvelles, amusantes. Je pense que dans la recherche, il y a un aspect ludique, et que c'est important. Donc, Parce que votre génération a quand même donné beaucoup de physiciens dans la physique beaucoup plus lourde, la physique des particules. Votre frère, d'ailleurs, sûr, Gilles, bien s'est sûr. plutôt engagé dans cette voie. bien sûr, mais je pense profondément que l'orientation dans la recherche est essentiellement déterminée par les contacts personnels que l'on a pu avoir avec des personnalités marquantes. Et j'ai eu la chance de tomber sur la personnalité d'Alfred Kastler, qui était un homme tout à fait exceptionnel. Et il y a eu un autre élément à cette époque qui a joué un rôle très important pour tous les physiciens de ma génération, c'est ce qu'on appelle l'école de physique théorique des Ouches. C'est une idée tout à fait farfelue d'une physicienne française, Cécile Morette, qui a épousé Bryce DeWitt et qui s'appelle maintenant Cécile DeWitt, de créer dans les Alpes, au-dessus des Ouches, dans un À côté de Chamonix. côté de Chamonix, dans un petit village tout à fait isolé. Elle a loué ou acheté, je ne sais plus très bien, quelques chalets. Et là, pendant 2 mois, il y avait une 50aine d'étudiants, 25 Français, 25 étudiants de tous les coins du monde qui venaient suivre des cours des plus grands physiciens de l'époque. Elle invitait Feynman, Schwinger, Uhlenbeck, Pauli, Dyson, qui venaient faire des cours pendant 2 mois. On suivait des cours à raison de 6 à 8 heures par jour, devant le Mont Blanc, avec une atmosphère absolument extraordinaire. C'était extraordinairement stimulant et je pense que tous les physiciens de ma génération, Pierre-Gilles de Gennes, Nozière, Maurice Jacob. Maurice Jacob, tous ces physiciens, c'est aux Ouches qu'on a vraiment eu une formation de physique moderne. On apprenait la mécanique quantique, la théorie des champs, la mécanique statistique. Vous avez des souvenirs particuliers de professeurs comme Paoli, qui venait d'avoir le prix Nobel? Je me souviens, j'étais, je crois, en juillet et août 55, aux Ouches, et Paoli, qui devait mourir 2 ans après, je crois, était venu faire 2 séminaires. C'était quelqu'un qui était très gros, qui avait l'allure d'une sphère, qui dandinait comme ceci. Il avait fait un cours d'1 heure. On était très impressionnés, parce que Paoli avait un prestige absolument immense. Mais il faisait le cours devant le tableau, il ne se retournait pas. De sorte qu'on ne voyait pas ce qu'il écrivait. Puis il effaçait, puis il réécrivait. Donc il a passé 1 heure à marmonner. On ne savait pas de quoi il avait parlé. Et personne ne l'a fait remarquer. Oui, je crois que Messia, par politesse, lui avait posé une question, il s'était entendu répondre « Quelle question stupide !» C'est tout. Vous avez aussi comme professeur aux Ouches, justement, Uhlenbeck, qui était un des décors de Uhlenbeck semaine. a fait cours de mécanique statistique absolument fantastique. Lui, à la différence de Pauli, Uhlenbeck était un pédagogue remarquable. Il a fait pendant 1 mois un cours de mécanique statistique, dont je me souviens encore. Il y avait également Schwinger, qui a passé 2 mois aux Ouches. Il a fait tout le matin un cours. Il faisait un cours à 11 heures parce que c'est quelqu'un qui dormait tard, qui se couchait tard et qui se levait tard. Donc, il pestait contre les vaches des Ouches qui, avec leur cloche, le réveillaient le matin très tôt. Donc, comment ça s'est passé ensuite pour vous? Vous avez commencé une thèse, vous êtes rentré au CNRS? Alors non, attendez, avant ça, après mon diplôme d'études supérieures, j'ai passé l'agrégation de sciences physiques, qui était à l'époque 4e année. Et ça aussi, j'en garde un bon souvenir, parce que nous faisions des cours de lycée. On présentait une question comme si on était devant une classe de lycée, mais les auditeurs, c'était nos camarades de promotion et 2 professeurs, dont Alfred Kastler en particulier, qui, à la fin de l'exposé, faisaient des critiques sur la pédagogie, sur la manière de présenter. Et je pense que cette formation pédagogique de l'agrégation a été pour moi très utile pour la suite. C'est là que j'ai appris à présenter une question, à faire une introduction, à poser un problème, et bénéficiant de pédagogues aussi remarquables qu'Alfred Kastler, qui faisait des critiques extrêmement constructives, je pense que c'était une préparation vous êtes extrêmement connu utile. comme étant un professeur hors pair, et vous pensez donc qu'entre l'activité de la recherche et l'activité de l'enseignement, il y a une alimentation réciproque? Ça me paraît fondamental. Ça me paraît fondamental qu'on a compris quelque chose, qu'on croit avoir compris quelque chose, d'essayer de l'expliquer aux autres, en particulier à des gens plus jeunes. Donc je pense que l'activité d'enseignement est absolument indissociable de la recherche. Réciproquement, quand on essaye d'exposer quelque chose aussi clairement que possible, en général, ça donne des nouvelles idées, ça permet de mieux comprendre pour soi-même un domaine de recherche. Personnellement, je crois que la meilleure manière
pénétrer un domaine de recherche, c'est de l'enseigner. Donc j'ai passé l'agrégation en 1957, et à l'époque c'était la guerre d'Algérie, qui avait commencé donc 3 ans auparavant, et le service militaire était de 28 mois. Donc j'ai passé 28 mois de service militaire, 6 mois à Nîmes, dans un bataillon de DCA, de défense antiaérienne, et ensuite j'ai eu la chance, grâce à un autre élève d'Alfred Kastler, Jacques-Émile Blamont, qui travaillait à l'époque dans la recherche spatiale, d'être affecté à l'étude de la haute atmosphère au moyen de fusées Véronique. Les fusées s'appelaient Véronique à l'époque. Et j'étais donc en partie dans son service à Meudon, en partie à Colombéchard, parce que les expériences de lancer de fusées étaient à Colombéchard, dans le Sahara. Donc j'ai passé 28 mois de à faire de la science pendant le service militaire, quasiment? Pas tout le temps, mais en fait, j'ai pas complètement perdu mon temps. Et j'ai pu éviter aussi la campagne directe sur le terrain. Dans les Djebel, à ce moment, la guerre était dure, et donc j'ai pu éviter cette partie difficile. Et étant vous-même un enfant d'Algérie, comment est-ce que vous avez vécu cette guerre d'Algérie? Alors, quand je suis rentré à l'école normale supérieure, c'était en 1953, la situation était encore calme. La guerre n'a commencé qu'en 1954. Donc j'ai eu finalement la chance exceptionnelle dans ma vie d'échapper d'une part aux persécutions de la Deuxième Guerre mondiale. Si les Américains n'étaient pas venus, on aurait peut-être été déportés, comme beaucoup de personnes qui étaient restées en France. Et j'ai quitté l'Algérie, donc je suis entré à l'école normale supérieure avant le début de la guerre d'Algérie et tout son cortège d'attentats, d'événements douloureux et tragiques. Donc j'ai échappé à cette période. J'ai lu dans l'une de vos interviews que vous disiez votre admiration pour Albert Camus. D'où vient-elle? Elle vient du fait que vous avez senti les mêmes choses que lui, éprouvé le même... D'abord, dans l'écriture de Camus, il y a cette joie de vivre, cette sensation de soleil qu'on ressent partout, que j'avais moi-même profondément ressenti pendant mon adolescence en Algérie. C'était un homme visiblement qui avait une joie de vivre et une grande ouverture d'esprit. Ensuite, quand j'étais à l'école normale supérieure, entre 53 et 57, j'ai senti un certain déchirement, parce que l'ambiance qui régnait un petit peu à l'école est une ambiance un peu, je dirais pas d'extrême gauche, mais de gens qui, simplifiant un petit peu les événements, considéraient que tous les Français qui vivaient en Algérie étaient des oppresseurs et des colonialistes. Ce qui n'était absolument pas vrai. Il y avait bien sûr des oppresseurs et des colonialistes, mais c'était une minorité. Il y avait une grande partie de la population qui était des gens très modestes et qui n'avaient aucun de ces caractères qu'on leur prêtait. Et quand je retournais en Algérie, j'étais au contraire considéré comme un petit peu trop libéral. Et donc j'ai été un petit peu déchiré entre ces deux tendances. Et j'ai ressenti les mêmes déchirements dans Camus, qui refusait aussi les attentats, qui lui aussi était issu d'un milieu très très modeste. Sa mère était femme de ménage. Et vous retournez en Algérie pour voir vos parents, en fait? Alors, pendant votre famille est encore là-bas? À l'école normale, je retournais tous les ans, 1 ou 2 fois par an, pour passer les vacances avec mes parents. Et puis, en 1959-1960, j'ai bien réalisé que c'était fini, que l'Algérie allait avoir son indépendance et qu'il n'y avait pas d'avenir pour mes parents là-bas. D'autre part, mon frère était à Polytechnique, ma sœur passait l'agrégation de lettres à Paris, donc j'ai convaincu mes parents de venir rejoindre leurs enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient rejoindre un petit peu leurs enfants. Et donc, ils ont quitté l'Algérie à la fin de l'année 60, dans des conditions tout à fait normales. Ils sont partis ils ont pu amener tous leurs meubles, tous leurs effets personnels, sans être obligés de partir de manière précipitée, comme ça a été le cas 2 ans après. Et depuis cette période, donc, je ne suis pas retourné. Alors, vous étiez retourné avec le président Chirac. Présidentiel de l'an dernier, où le président de la République m'a invité à faire partie de la délégation. On est resté 2 jours dans un bus à tourner. J'ai pratiquement rien vu. J'ai même pas pu aller dans la rue où nous habitions. Donc, c'était un petit peu le tourbillon d'un voyage présidentiel où on voit pratiquement rien du tout. Alors revenons à vos études et à vos recherches de l'époque. Oui. Donc l'agrég en poche, vous postulez pour le CNRS, c'est bien ça ou... Alors quand je suis revenu du service militaire en janvier, je crois que c'était en janvier 60, j'ai déjà un poste au CNRS. À l'époque, disons, le CNRS était beaucoup plus ouvert, il était beaucoup plus facile d'entrer. On entrait au CNRS avant d'avoir fait sa thèse.
Et j'ai passé donc l'année 60, l'année 61, l'année 62 à faire une thèse de doctorat. Et là, ça a été une période dont je me souviens encore, parce que c'est là vraiment que j'ai appris le métier de la recherche. J'avais un maître exceptionnel qui était Jean Brossel, qui était tout le temps au laboratoire, à s'occuper de ses élèves, à leur apprendre comment dépouiller des résultats, les interpréter, critiquer un ordre de grandeur, échafauder une hypothèse, essayer de faire une expérience pour tester cette hypothèse. C'était vraiment une atmosphère exceptionnelle. On était peu nombreux, 3 ou 4 étudiants qui faisaient une thèse, on discutait constamment ensemble. Kassler était là tous les jours, Brossel aussi, le samedi, dimanche. Vous faisiez des expériences. Oui, je faisais une expérience. Je faisais une thèse expérimentale et théorique. C'est aussi un des éléments extraordinaires du domaine de recherche dans lequel j'ai travaillé toute ma vie, finalement, c'est qu'on peut à la fois faire les expériences et la théorie de ce qu'on fait. Donc, comment ça se passait à l'époque? La théorie était plutôt en avance sur l'expérience et il s'agissait de la confirmer, ou au contraire, on découvrait des phénomènes qu'il s'agissait d'interpréter? je pense que pendant cette période-là, c'était plutôt, on découvrait des phénomènes, on observait des résultats qui étaient non prévus, qu'on ne comprenait pas. Il fallait ensuite les interpréter, faire la théorie quantitative de ces phénomènes, pour éventuellement infirmer une hypothèse qu'on avait fait à leur sujet. Ou sur quoi portait cette thèse? Kassler est connu pour avoir découvert le pompage optique, et votre thèse, elle aussi, traite de cette question. Ma thèse, si vous voulez, c'était un petit peu donner une base solide à la théorie du pompage optique. J'ai avec mon ami Jean-Pierre Barra, qui était 2 ans plus âgé que moi, de la promotion de Pierre-Gilles de Gênes et de Philippe Naudière. Donc, nous avons bâti ensemble une théorie quantique du cycle de pompage optique, en introduisant pour le décrire les atomes ce qu'on appelle la matrice densité. Et pour déjà à cette époque mettre en évidence toute une série d'effets nouveaux liés au fait qu'un atome peut se trouver dans une superposition de plusieurs sous-niveaux d'énergie différentes. Ce qu'on appelle les superpositions d'états en mécanique quantique, qui est une notion extrêmement importante. Et à partir de ces calculs, personnellement, j'avais prévu un certain nombre d'effets nouveaux, comme le fait que la lumière tombant sur un atome déplace légèrement les niveaux d'énergie de cet atome. Et j'avais donc à ce moment-là monté une expérience pour mettre en évidence cet effet. Alors que les lasers n'existaient pas encore. Les lasers n'existaient pas encore. Vous utilisiez des lampes... On en parlait, bien sûr, mais n'était pas encore du tout. Le premier laser date de 61-62. Donc... On raconte que vous avez d'ailleurs confirmé l'une de ces prédictions expérimentalement un soir de Noël. C'est ça, parce que j'avais utilisé un montage expérimental qui avait été réalisé par mon collègue Bernard Cagnac, qui était parti en vacances pour Noël, et donc il m'avait laissé disposer de son montage expérimental pendant les 15 jours des vacances, et j'en ai profité pour travailler énormément et pour essayer de mettre en évidence cet effet très rapidement. L'ayant mis en évidence, le soir de Noël, je crois 60, j'ai ensuite construit un montage expérimental plus élaboré pour étudier beaucoup plus en détail toutes les caractéristiques de cet effet. Donc j'avais une partie à la fois théorique et expérimentale dans mon travail de thèse. Et je crois que ce travail de thèse, il a ensuite irrigué toutes vos préoccupations de chercheurs et permis de fonder une véritable école de pensée. Et que finalement, en regardant la suite de vos travaux scientifiques, on comprend qu'il est important qu'un chercheur ait droit à la durée. Oui, c'est ça qui a été un petit peu pour moi merveilleux, c'est que donc, cette mise en évidence du déplacement des niveaux d'énergie par la lumière date de décembre 1960. Et 28 ans après, en 88, un des mécanismes nouveaux et un des mécanismes les plus efficaces du refroidissement laser utilise ces déplacements. Donc, je pensais que cet effet était fini, qu'il avait été intéressant, qu'on l'avait mis en évidence, étudié, et il se trouve que, près de 3 décennies plus tard, la combinaison de cet effet de pompage optique dans des conditions nouvelles conduit à un nouveau mécanisme de refroidissement qui est capable de porter les atomes à des températures de l'ordre du micro-Kelvin. Donc ça montre qu'il est très important de conserver un savoir-faire, une expertise suffisante quand on explore un domaine de recherche, parce que des notions qui ont été établies peuvent se révéler plus tard extrêmement utiles, extrêmement importantes. Je crains qu'actuellement la recherche ne soit trop spécialisée, trop pointue, et qu'on perde un petit peu une vision d'ensemble. Je sens à vous écouter, mais aussi à vous lire par ailleurs, que vous avez une certaine réticence pour
tout ce qui ressemblerait en matière de recherche à des lois de programmation qui définiraient des thématiques prioritaires. Parce que justement, les conséquences ou les applications des découvertes qu'on peut faire en recherche fondamentale ne sont absolument pas prévisibles. Oui, oui, ça c'est un point auquel je suis extrêmement sensible, c'est que la recherche a vraiment besoin d'une très très grande liberté. Je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un aspect ludique. Un chercheur a envie de faire quelque chose parce qu'il s'amuse. Il s'amuse au sens noble du terme. Il trouve un intérêt intellectuel, il satisfait sa curiosité, son imagination, en explorant un sujet donné. Et souvent, très souvent, cette nouvelle connaissance qu'il acquiert, ces nouvelles techniques qui résultent de cette meilleure compréhension, très souvent, ce progrès de la connaissance débouche sur des applications. Mais ces applications étaient complètement inattendues. On ne pouvait pas les prévoir avant les progrès réalisés au moyen de la recherche fondamentale. Donc, essayer de programmer la recherche sur des objectifs qu'on lui fixe, à mon avis, est un contresens complet. C'est pourtant la tendance de plus en plus suivie. C'est la tendance parce que, je pense, bon, ça c'est un problème éternel. Les politiques ont une vision à court terme. Ils veulent avoir des résultats dans leur mandat, qui est de 4 ans, 5 ans. Donc ils fixent des programmes en espérant qu'on va résoudre les problèmes du cancer, les problèmes du sida, les problèmes de l'énergie en 4 ans. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il faudra qu'il y ait une découverte fondamentale de biologie qui va permettre de débloquer un verrou dans notre compréhension du mécanisme du cancer et déboucher sur des traitements thérapeutiques. De même pour les problèmes d'énergie, de même pour les problèmes d'environnement. Donc il me semble absolument crucial, en plus d'une recherche de développement importante, bien sûr, parce qu'une fois qu'une application est identifiée, il faut la faire passer au stade industriel, et là, il faut bien sûr faire une recherche de développement importante. Mais il faut préserver une partie importante à une recherche fondamentale, libre, mais pourvu qu'elle soit de qualité, bien sûr. Cette liberté doit être accompagnée d'une très grande exigence de rigueur et de qualité. Donc moi, je crois qu'il faut être extrêmement sélectif. Il faut vraiment sélectionner les meilleurs et leur donner les moyens d'aller jusqu'au bout, en leur laissant une liberté totale. Donc, pour en revenir à votre thèse, vous l'avez soutenue en 1962. En décembre 62, oui. Et au sein de cette thèse figure un certain nombre de découvertes, comme celle que vous avez évoquée tout à l'heure. Est-ce que ça a eu un prolongement immédiat, c'est-à-dire que vous avez continué dans ce domaine-là? Des équations et un formalisme pour étudier les phénomènes de pompage optique extrêmement souples. Tout de suite, il y a eu toute une série d'idées nouvelles qui sont sorties, de directions nouvelles qui sont apparues, et c'est ce qui a un petit peu alimenté mon activité de recherche, c'est celle des étudiants que j'ai recrutés à partir de cette époque pendant un certain nombre d'années. Donc, effectivement, ça a été une percée théorique qui m'a permis de déboucher sur de nombreuses nouvelles idées que j'ai pu explorer en détail avec... Nous en reparlerons plus tard, mais très vite vous avez enseigné, je crois. Alors, pendant tout mon séjour au CNRS, en même temps que je faisais mon travail de thèse, je faisais des heures d'enseignement avec Jean Brossel dans le cadre d'un certificat qui s'appelait certificat de physique atomique. J'ai enseigné la relativité restreinte, la mécanique statistique, avec beaucoup de plaisir. J'avais beaucoup de plaisir à faire 1 heure de cours par semaine sur ces sujets-là. J'ai appris comme ça la relativité, la mécanique statistique. Ça m'a beaucoup apporté. Donc, quand j'ai passé ma thèse, je venais de passer 3 ans au CNRS. Au CNRS, on a une liberté complète pour travailler. Et je comptais encore rester quelques années au CNRS. Et puis, c'est Alfred Kastler qui m'a vivement conseillé de passer dans l'enseignement supérieur. Et donc postuler pour un poste de maître de conférence qui venait d'être créé à ce qu'on appelait à l'époque la faculté des sciences de Paris. Alors, je me souviens que je lui avais dit j'aimerais encore avoir quelques années de recherche à temps plein. Il m'a dit non, c'est très important de faire de l'enseignement. J'ai dit je vais avoir beaucoup de cours si je suis en premier cycle, avec ce qu'on appelait le PCB, des études médicales de première année. Il m'a dit si vous avez trop de cours, je vous en ferai la moitié. M'ayant dit ça, j'ai pas pu refuser, donc je suis entré, j'ai été élu à la faculté des sciences Paris en octobre 64. Et quelles étaient vos relations avec Kastler, vos relations personnelles? C'était une relation de père à fils? C'était exactement. Il me rappelait beaucoup par certains côtés mon père. C'était un homme qui avait l'avantage d'avoir une double culture. Il était né
Il était né donc en Alsace, à une époque où l'Alsace était sous domination allemande, donc sa langue maternelle était l'allemand. Et puis après la guerre de 14, il a appris le français, il est rentré à l'école normale. Donc il a appris le français. Donc c'était un homme qui parlait qui parlait allemand et français couramment, et qui avait donc accès à toute la littérature allemande du début du XXe siècle. Les grands physiciens, Sommerfeld, Planck, Einstein. Et donc il avait une connaissance de la physique beaucoup plus profonde que celle de ses collègues qui avaient une culture purement française. Et puis également cette double culture lui donnait une liberté d'esprit, peut-être une ouverture qui était exceptionnelle. Et une ouverture aux autres aussi, puisque ce laboratoire qui porte son nom, enfin le laboratoire Kastler-Borcel que vous dirigez aujourd'hui et qui porte leur nom. Et je vous dirais aussi que Kastler était connu aussi pour écrire des poèmes en allemand. C'était... Comme Ampère. Oui. Ampère là, écrivait lui aussi des poèmes. C'était quelqu'un qui avait un grand rayonnement. Et ce laboratoire, il est connu pour avoir attiré très vite des gens de l'étranger. Et disons, l'élément que je dirais presque miraculeux de ce laboratoire, c'est qu'il était dirigé par deux personnalités qui se complétaient admirablement. Kastler était un petit peu un poète, il avait 10 idées par jour, beaucoup farfelues, beaucoup pas correctes. Et Borcel était un homme qui avait un sens beaucoup plus rigoureux, une exigence de rigueur, de qualité extrêmement importante, tout en étant lui-même du sud-ouest. Donc il avait un tempérament extrêmement exubérant, bon vivant, mais il avait quand même cette exigence de qualité, de soin dans les expériences. Donc les deux se complétaient de manière absolument remarquable. Et donc on a pu bénéficier comme ça à la fois de la fantaisie, de l'imagination de Kastler et de la rigueur intellectuelle et du sérieux de Borcel. Donc ça a été peut-être ça qui a expliqué la richesse des contributions de ce laboratoire. Alors, c'est une période où en France, en tout cas, il y avait beaucoup de débats politiques. On était quelques années avant mai 68. Est-ce que ces débats pénétraient à l'intérieur du laboratoire ou est-ce qu'ils étaient maintenus à l'extérieur ? Et bien sûr, Alfred Kastler était un homme qui était très engagé politiquement. Il avait pris des positions très courageuses sur la guerre d'Algérie, en critiquant les tortures. Et donc, il avait été tout de suite la cible de menaces de l'OAS. Et je me souviens qu'on avait fait un roulement, les chercheurs du laboratoire avaient fait un roulement pour l'accompagner, pour servir en quelque sorte de garde du corps dans son trajet du laboratoire à son domicile. Une bombe avait été posée et explosée au pied de son immeuble. Donc il était menacé. Et donc on était très concernés par ces problèmes et on se relayait pour l'accompagner. Est-ce que les discussions étaient vives entre vous ou est-ce qu'il y avait beaucoup plus à l'école normale supérieure. Parmi les élèves, il y avait quand même un milieu un petit peu marxiste. Il y avait beaucoup de marxistes à l'école. Donc il y avait un bouillonnement beaucoup plus important à l'école. Au laboratoire, c'était vraiment la science. Et il y avait peu de discussions politiques. Pendant la deuxième moitié des années 60, vous étiez donc professeur à la faculté des sciences. Est-ce que vous avez senti venir les événements de mai 68 ou est-ce que vous aviez l'impression que le système universitaire français était dans une stabilité qui devait... Très franchement, je n'ai rien vu venir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis entré en octobre 64. Et disons, le premier cours que j'ai eu à faire, ça a été qui s'appelait le MPC, mathématiques, physique, chimie. Premier cycle, première année de premier cycle. Je faisais cours dans un amphithéâtre de la rue Cuvier, dans un amphithéâtre où il y avait à peu près 400 à 500 étudiants. C'était extrêmement impressionnant. Quand on ouvrait la porte, on disait « est-ce qu'ils vont s'arrêter de parler ?» Et puis, ils s'arrêtaient de parler, on pouvait faire cours. Donc c'était quand même une expérience nouvelle pour moi. Il fallait préparer son cours de manière parfaite. Il n'était pas question d'hésiter ou de se tromper. Parce que quand on a 400 étudiants devant soi, il faut que tout se passe bien. Et puis, donc, cette première année de faculté, c'est donc un cours de premier cycle et un cours de... J'ai continué à faire de l'enseignement à un niveau plus élevé, de mécanique quantique et de relativité, de mécanique statistique. Et puis, à cette époque, sont entrés en vigueur les nouveaux programmes de maîtrise, ce qu'on appelait le C1, C2, C3, C4, et c'est la première fois qu'à l'université, donc dans le cursus d'un étudiant, on faisait un cours de mécanique quantique. Et j'ai hérité de ce cours. On m'a demandé de faire un cours de mécanique quantique, et pour moi, ça a été également quelque chose d'extraordinairement stimulant. Et je pense que
je regrette que cette situation n'existe plus. À l'époque, les enseignants de l'université avaient un service d'enseignement de l'ordre de 3 heures par semaine. Je faisais à l'époque 2 fois cours d'1h30 chaque fois. Ça laissait le temps libre pour faire de la recherche, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, les maîtres de conférences sont surchargés de cours, ils ont surtout des tas de tâches administratives, de réunions, de commissions diverses, et il leur est de plus en plus difficile de mener en parallèle une activité de recherche adéquate. Donc à l'époque, j'avais donc ce cours de mécanique quantique qui était donc un problème pédagogique nouveau, et j'avais donc avec moi une équipe d'enseignants, des maîtres assistants. J'avais en particulier Alain Gesmar, qui allait être quelques années plus tard un des leaders de la Révolution de 68. Mais à l'époque, il était quelqu'un qui était très sérieux, qui faisait ses travaux dirigés avec beaucoup de conscience et de professionnalisme. Et avec un certain nombre de mes collègues, comme Franck Laloé, Bernard Duc, qui enseignait dans la mécanique quantique aussi dans une section parallèle. Après cette expérience de 4 années d'enseignement de mécanique quantique, on a décidé de faire un livre. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure d'écrire un livre de mécanique quantique. On était un petit peu impressionnés d'écrire un livre après le Messia. Messia, qui était le Et comment vous faisiez justement pour préparer vos cours? Il n'y avait pas, à part le Messia, c'est important. Mais alors, ce qu'on a pu apporter peut-être de nouveau par rapport au Messia, c'est beaucoup plus d'exemples concrets d'application de la mécanique quantique empruntée à la physique atomique. Des systèmes 5 permettant aux étudiants de manipuler la mécanique quantique, ce que je crois être très important. Et à peu près à la même époque, je crois en 1963, 64, est apparue dans l'enseignement supérieur français une rénovation qui a été, à mon avis, extrêmement importante, c'est la création des 3e cycles. En particulier, il y a eu un DEA, diplôme d'études approfondies, qui a été créé à l'école normale supérieure par Jean Brossel. Il a eu le grand mérite de cette initiative. Un enseignement, donc, 3e cycle, dont les programmes pouvaient changer d'une année à l'autre, et qui pouvait s'adapter aux développements les plus récents de la physique. Et je me souviens que dans ce DEA enseignaient Kastler, Jacques Yvon, qui était un grand spécialiste de mécanique statistique, qui travaillait au CEA, Pierre-Gilles de Gênes, Jean Brossel, Pierre Aigrin, qui était aussi un grand physicien des semi-conducteurs. Et donc c'était un enseignement d'un type nouveau, qui a eu un fort pouvoir d'attraction sur les jeunes étudiants d'école normale supérieure, qui venaient donc suivre cet enseignement de 3e cycle, et qui, après une année de cours de 3e cycle, faisaient ce qu'on appelait une thèse de 3e cycle, entrer dans la recherche. Et le programme de ce DEA était suffisamment général pour permettre à des gens de s'orienter ensuite, soit en physique atomique, en physique des particules, en astrophysique, en physique du solide, et il a été, disons, à l'origine de la formation d'une grande partie des physiciens français actuels qui travaillent dans ces divers domaines. Et dès sa création, Jean Brossel m'avait demandé aussi de faire un cours de mécanique quantique dans ce débat, mais alors à un niveau plus avancé qu'au niveau de la maîtrise. Et donc mon service d'enseignement consistait à l'époque en un cours d'1h30 de mécanique quantique au niveau de la maîtrise et un cours d'1h30 de mécanique quantique au niveau du DEA. Donc j'ai vraiment eu l'occasion d'approfondir cette branche importante de la physique. Il se trouve que ma génération a été formée grâce à ce livre de physique quantique que vous avez écrit à 3, qui est en 2 tomes, oui. Le 2e étant beaucoup plus épais que le premier. Mais on se demande comment vous avez trouvé le temps, alors que vous étiez parallèlement dans une équipe de recherche, oui. D'écrire un tel volume. Oui, on avait donc des réunions toutes les semaines, et c'est un livre qu'on a mis 5 ans à écrire, et qu'on n'a pas coupé en 3, chacun rédigeant le tiers. On a vraiment écrit chaque chapitre, chaque complément a été rédigé par les 3 ensemble, recritiqué, remanié. Certains compléments ont été rédigés jusqu'à 7 fois. Après des critiques qu'on se faisait. Et je pense que le nombre de 3 est bon. Parce que quand 2 ne sont pas d'accord, ils discutent, le 3e peut arbitrer. Donc écrire un livre à 3 me paraît une bonne formule. Donc je garde de cette période un souvenir vraiment ému, parce que vraiment on a eu l'impression de faire quelque chose ensemble, d'important, de stimulant. Là, vous parlez des années 64-68, disons, vous aviez à peine 30 ans. Oui, c'est ça. Et déjà un chercheur reconnu, un professeur qui produit des livres et qui est sollicité pour toutes sortes d'activités. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'était habituel de voir des très jeunes physiciens acquérir si rapidement une telle renommée?
Ou est-ce que vous étiez Non. exceptionnel? Non, j'ai pas eu cette impression. On était tellement engagés dans ce travail de recherche et d'enseignement qu'on ne réalisait pas. Il y avait aussi des gens de ma génération à peine 2 ans de plus vieux que moi, comme Pierre-Gilles Degène, Philippe Nozière, qui suivaient le même chemin. Donc, On imagine mal aujourd'hui, par exemple, des physiciens d'une trentaine d'années écrire un livre de référence. Si, de non, référence. vous faites erreur. Moi, j'ai autour de moi des jeunes Qui écrivent des livres qui font un peu référence. Jean Dalibard, par exemple, a écrit lui aussi des livres. Enfin, il n'y en a pas importants. beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est quand même dans tous les cas des gens Mais je pense, relativement comme je vous le disais exceptionnels. tout à l'heure, je pense qu'à l'époque, il y avait moins de tâches d'enseignement. On donnait à des jeunes chercheurs, en pleine période de maturité et d'épanouissement de leur qualité, de leurs aptitudes scientifiques, on leur donnait le temps de faire de la recherche et de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on ne les surchargeait pas de tâches, surtout d'administration, de commission, de réunions où on perd son temps. Actuellement, je vois très bien, les enseignants sont terriblement chargés. Et ma fille est maître de conférence et elle a du mal à mener de front une activité de recherche avec toutes les responsabilités d'enseignement qu'elle a. Et donc je pense que le temps qu'on passait en réunion à cette époque, c'était des réunions où on préparait le livre, on préparait notre ouvrage. Hein. Ce n'était pas des réunions de commission où on parlait à tort et à travers. Donc c'était quand même le temps était utilisé de manière beaucoup plus intelligente. Et puis est arrivé le séisme de 68. Mais je dois dire que dans le cas de l'enseignement scientifique, cette période, j'en garde un très bon souvenir. Il n'y a pas eu du tout une contestation violente. C'était au contraire un esprit constructif. Il y avait un dialogue avec les étudiants, on essayait de voir ce qui pouvait être fait pour améliorer la qualité de l'enseignement, pour améliorer le contrôle des connaissances, pour améliorer les relations entre étudiants et enseignants. Enfin, vous étiez quand même en plein quartier latin, donc j'imagine que Jussieu, vous étiez à l'épicentre. Bon, il y avait des barricades tous les soirs, mais on avait des réunions régulières avec les étudiants, mais pour parler de physique, pour parler du programme de C3, comment on pouvait organiser le C3, comment on pouvait l'améliorer. Alors évidemment, les cours étaient arrêtés pendant 2-3 mois, donc les examens avaient été reportés en septembre. On n'avait pas fini le programme, et je me rappelle que à cette époque, on avait décidé, pour finir le cours de mécanique quantique, qui n'avait pas pu être fini pendant l'année, de se retrouver au mois d'août, en Ardèche, dans un petit village de l'Ardèche, à côté de Vernoux, je crois, dans une salle paroissiale, et pendant 3 semaines, j'ai continué à faire mon cours de mécanique quantique à une série d'étudiants qui étaient là-bas, et qui travaillaient très sérieusement. Et ces étudiants, je continue à les voir. J'ai gardé avec eux des relations personnelles. Il y avait vraiment des relations très amicales et très constructives. Les années suivantes, c'était beaucoup plus difficile. Il y avait un petit peu un esprit de contestation de notes. Les gens voulaient... Il y avait des réunions où les gens voulaient tous avoir la moyenne, voulaient discuter sur la manière d'obtenir tous leurs certificats, et c'était pas du tout le même esprit. Mais en 68, il y avait réellement, tout au moins en sciences, je ne sais pas dans d'autres disciplines, il y avait un esprit constructif qui était remarquable. Est-ce que vous avez compris ce qui était en jeu à l'époque? Parce que les débats au quartier latin portaient quasiment pas sur l'enseignement de la physique, la façon d'optimiser le certificat C3 ou des choses de ce genre. Donc c'est quand même d'autres questions qui étaient en jeu. Est-ce que vous les saisissiez ou est-ce que vous avez l'impression d'être... Dans le milieu dans lequel j'évoluais, au laboratoire, la recherche continuait comme si de rien n'était. On a continué à travailler sans ressentir cette énorme perturbation. Le fait est qu'à l'école normale supérieure a toujours joui d'une liberté telle, politique, de discussion, forum ouvert à tous, que 68 n'a pas été pour l'école normale supérieure un bouleversement important. Ça ne tranchait pas tellement avec ce qu'on connaissait avant. Donc, et dans les laboratoires, on continue à travailler comme par le passé. Bien sûr, il y a quelques petites perturbations, mais n'ont aucun caractère de gravité. Et à l'université, au niveau de la maîtrise où j'étais, j'ai pas ressenti cette impression de cataclysme et comme je vous dis, j'ai ressenti plutôt un essai d'établir des nouvelles relations d'un type beaucoup plus constructif et dans une perspective d'amélioration de l'enseignement. Plus que comme une contestation de l'autorité scientifique ou
des enseignants. Qui a pourtant bien eu lieu dans d'autres secteurs. Dans d'autres secteurs, bien sûr, la situation était beaucoup plus tendue, beaucoup plus difficile. Donc cette période est passée sans qu'elle se traduise par une diminution de l'activité scientifique ou une perturbation dramatique. De même, mon épouse, ma femme est enseignante de physique dans le secondaire. Elle enseignait à l'époque au lycée Rodin, qui était aussi un lycée relativement libéral, où déjà les relations professeur-élève étaient avancées. Et elle a eu la même impression que moi. Le 68 a été une occasion de développer cette ouverture dans l'enseignement. Et pas du tout un conflit violent entre élèves et professeurs. Donc votre épouse est également physicienne. Ma femme est physicienne aussi. Et vous l'avez rencontrée à l'école normale ou... Je l'ai rencontrée à l'école normale. Elle suivait aussi l'agrégation de physique comme auditrice libre. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Vos parents ont donc assisté, ils étaient à Paris, je crois, à tout ce début de carrière. Et vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient autodidactes. Comment ont-ils vécu le fait d'avoir... Mes parents sont donc revenus, je crois que c'est en janvier 61, et ils ont eu la chance de s'installer dans un petit appartement dans une petite rue perpendiculaire à la rue Mouffetard. Donc ils ont retrouvé là une ambiance marché en plein air qui n'était pas trop différente de l'ambiance qu'ils connaissaient en Algérie, où il y avait également les marchés en plein air. Donc, et nous habitions tout près, donc ils nous voyaient très souvent. On avait à l'époque 2 enfants, donc il était très heureux d'avoir leurs petits-enfants. Et mon père suivait ce que je faisais. Je me souviens qu'il était à ma soutenance de thèse et qu'il était très ému quand Alfred Kastler est allé lui serrer la main à la fin pour le féliciter à mon sujet et pour lui dire à quel point il avait apprécié mon travail. Donc il était très fier du fait que j'étais arrivé à passer une thèse de doctorat. Et il est mort en 1965. Donc juste au moment où je venais d'être nommé à l'université, professeur. Je crois que c'est dans ces années-là que Alfred Kastler a eu son prix Nobel. C'était en quelle année? Comment l'avez-vous vécu vous-même? Alors, Alfred Kastler a eu le prix Nobel en 1966. Ça a été une nouvelle extraordinaire qui a mis le laboratoire en ébullition. On était tous immensément heureux. Surpris? Surpris? Non, pas vraiment, parce qu'on sentait bien que les travaux de Kastler et de Brossel étaient connus. Je me souviens que quelques mois auparavant, il y avait eu des physiciens suédois qui étaient venus visiter le laboratoire et qui m'avaient en particulier interviewé pendant près de 2 heures pour me faire parler des expériences qui étaient en cours. Mais je crois que pour Kastler, ça a été à la fois un immense bonheur, bien sûr, mais une énorme déception, une énorme surprise que Jean Brossel n'ait pas été associé au prix. Et ça a été un peu son drame. Il a été très très malheureux de cette, à mon avis, erreur du jury Nobel, parce que je pense effectivement que sans la contribution de Brossel, tout ce qui est sorti du laboratoire n'aurait pas été réalisé. Donc Jean Brossel a joué un rôle absolument essentiel dans l'activité scientifique du laboratoire et dans les résultats obtenus, mais il avait un tempérament beaucoup plus timide, beaucoup plus réservé que Kastler, et donc il était moins visible, moins connu à l'étranger. Et comment a-t-il vécu le fait que Kastler ait le prix Nobel seul? Alors, ce qui était remarquable, je n'ai jamais senti chez Jean Brossel la moindre amertume, le moindre sentiment. Il était très heureux que Kastler ait le prix Nobel, mais il n'a jamais manifesté le moindre regret, la moindre plainte du fait qu'il n'ait pas été lui aussi couronné. Mais pour Kastler, ça a été un drame. Il a même, je crois, écrit au jury pour lui demander s'il pouvait revenir en arrière et attribuer le prix Nobel aussi à Jean Brossel. Mais bien sûr, c'est absolument contraire au règlement. Il n'a cessé de répéter tout au long de sa vie qu'il regrettait que Brossel n'ait pas été associé avec lui dans cette distinction.